Est-ce que celui... Bon, donc, mon job, c'est d'être un peu le Bob Geldof de la BPI et faire We Are French Touch sans Thomas et Thierry, c'est faire Live Aid sans Queen. Donc, ils sont là. Ça a été énormément d'énergie et de gentillesse de leur part pour permettre ce moment. Donc déjà, je voudrais que vous les applaudissiez très fort. On a parlé d'émotion ce matin. On a parlé du fait qu'au commencement de la création, il y a l'émotion. Et Alexandre Matuisside a mis à citer Brel qui disait que tout ce qu'il avait fait, c'était une part de désir et une part de sueur. Et donc, l'émotion qu'on a ressentie, je crois tous, avec ce que vous avez construit, c'est une immense joie, une immense fierté, une immense surprise parfois. Et évidemment, on est tous là avec un niveau d'attention et de fébrilité. Je pense que là, il faudrait prendre le rythme cardiaque de tout le monde. On serait tous un petit peu au-dessus de la norme. On a une envie folle de vous entendre nous raconter le désir artistique, la sueur de l'organisation et de la production de tout ça. Et donc, merci encore de nous permettre ce moment extraordinaire. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas commencer parce que ça a démarré à cause de Thierry, en fait, tout ça. C'est Thierry qui a eu l'idée de la scène. C'est Thierry qui a dit, il va le dire d'ailleurs, je ne vais pas parler pour toi, en fait. J'adore. Qui a eu l'idée de sortir la cérémonie du stade, de la poser au cœur de la ville pour qu'elle soit partagée, entre autres, par le plus grand nombre, puisqu'il semble que ce soit quand même la cérémonie la plus populaire de tous les temps en termes de nombre de spectateurs. Mais peut-être on peut commencer par ça, raconter d'où vient cette idée. Bonjour aussi. Écoutez, comment on peut raconter cette très très longue histoire D'abord qu'on est très content d'être là tous les deux. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. C'est vrai, c'est nos retrouvailles. Ça nous manquait un peu. Oui, ça démarre. En fait, ça démarre par une commande, comme souvent. C'est un monsieur qui s'appelle Tony Stanguet, dont vous avez certainement jamais entendu parler, parce que il est très peu connu maintenant, qui juste dit, voilà, moi je veux pas organiser les jeux. Je veux organiser les plus grands jeux. Les plus grands jeux de l'histoire, parce que c'est la France, parce que c'est Paris. Et du coup, il me demande, puisque tu n'existais pas encore, je n'étais pas né, certainement. Il me demande, il dit comment on fait. Donc il me donne un certain nombre d'outils et de tâches, pas que les cérémonies, mais c'est une autre histoire. Et sur les cérémonies, forcément, moi je me dis, ok, moi j'ai le sentiment que tout ce qui se passe dans un stade, on a un peu fait le tour. J'ai l'impression qu'on se bat à coups de taille de la scène et de taille de vidéoprojection. Bref, rien d'essentiel. Et je me dis, bon, pour être très honnête, moi j'arrive au jeu, je sais que je veux déjà sortir du stade. Ça c'est clair, dans mon esprit. J'aime bien casser les murs. Je trouve que c'est intéressant de sortir un peu de tout ça. Et effectivement, clairement, on arrive tout de suite. Un constat, c'est qu'on va sortir du stade pour la première fois. Beaucoup d'autres jeux avaient essayé, mais pour des raisons diverses et variées, ils n'y étaient pas arrivés. Et ensuite, petit à petit, l'idée a fait son chemin. Sauf que là, tout le monde est persuadé qu'on va aller sur les Champs-Élysées. Et les Champs-Élysées non plus, parce qu'on l'a déjà fait et qu'on veut faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc, un jour... me balader sur la scène. Tout d'un coup, je regarde, je me dis, mais je suis con. C'est là, quoi, en fait. C'est évident. Le projet, il est autour de la Seine. La Seine, parce qu'elle relie Paris, la Seine-Saint-Denis, parce que pour un tas de raisons. Parce qu'on a, je crois, pas fait des jeux dans la ville, mais je crois qu'on a transformé la ville en stade. Et si on veut aller au bout, alors, il faut le faire là. Donc voilà, pour faire rapido, on arrive avec cette conviction, ça n'emballe pas tout de suite tout le monde, mais les principaux, je dirais, petit à petit, sont derrière nous.
Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a cette idée, une fois qu'on sent qu'on va y arriver, même si les obstacles ont été bien évidemment très nombreux, on pourra reparler de la scène de l'eau, enfin de l'eau, oui, sous toutes ses formes. Et on se dit, bon, ben maintenant, qui va prendre cette idée, va la faire sienne et va l'amener le niveau du dessus. Et à ce moment-là, bah, je fais un peu le tour de Paris. Je le fais de manière un peu convenue, je crois, ce qui du coup n'était pas la bonne manière. Bon, de manière assez étonnante, je rentre dans un truc qui s'est déjà fait. Je vais voir des cinéastes, je vais voir des chorégraphes, parce que la référence d'Annie Boyle de Londres et la référence découfflée d'Albertville. Et je vois bien que ça ne codera pas exactement avec ce qu'on veut faire. J'avais entendu parler de Thomas déjà, bien évidemment. Et puis, je me dis, au bout d'un moment, que quelqu'un qui enferme des gens pendant 24 heures dans un théâtre pour du Shakespeare, il ne faut pas le laisser passer. Donc je l'appelle. On se voit. On boit des bières. On boit beaucoup de bières. Et le lendemain matin, c'était clair. Je retourne voir Tony Stanguet, je lui dis, je l'ai trouvé. Et du coup, de cette longue histoire, parce que la mienne a 6 ans, dure 6 ans, je vais voir Thomas, je lui dis, voilà, ce projet, il sera forcément collectif, parce qu'il est d'une complexité absolue, mais il faut l'amener encore, comme je vous le disais, le niveau du dessus. Et c'est comme ça que Thomas rejoint l'aventure. C'est comme ça qu'on essaye de créer ce duo, parce qu'on s'est absolument jamais engueulé. On s'est engueulé avec suffisamment de monde pour ne pas s'en rajouter. Et c'est comme ça que Thomas intègre et raconte et s'entoure des gens qu'il faut pour que cette histoire devienne folle. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye à la fois, à la fois d'être celui qui, de manière officielle, bien évidemment, valide son travail, mais j'essaye surtout de me mettre à son service et de faire en sorte qu'il ait les moyens de raconter son histoire et l'histoire qu'il va raconter aux Français. Et puis j'essaye aussi, bien évidemment, qu'on construise ce stade dans la ville, puisqu'on en a peu parlé, mais on a accumulé les galères. Je peux vous dire que ce n'était pas simple. Voilà, on construit un véritable stade avec les mêmes contraintes qu'un stade au milieu de la ville sur 12 kilomètres pour accueillir 300 et quelques mille personnes, même si le chiffre a connu des hauts et des bas. Voilà. Et c'est de ça que Thomas devient, j'allais dire, récipiendaire. Et c'est autour de ça qu'ensuite, on travaille ensemble pendant 2 ans. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive donc en septembre 2022 et je trouve cette idée merveilleuse de la Seine, d'abord par sa poésie. Il en a un peu parlé, Thierry, de ce fleuve qui traverse Paris, que les athlètes vont être sur des bateaux, qu'ils vont donc non pas tourner en rond, mais bien traverser la ville. Paris, cette ville monde qui va accueillir le monde, dont tous les athlètes sont les émissaires. Et puis évidemment, autour de ce fleuve, le long de ce fleuve, il y a des monuments, il y a des lieux, il y a des sites qui sont riches à la fois d'histoire, de patrimoine, mais qui sont aussi riches d'histoire culturelle, artistique, qui sont cinématographiques, picturales, photographiques, musicales, etc. Et bref, la matière est très, très, très dense. Et donc, la première chose que je dis à Thierry, une fois que l'émerveillement, un émerveillement qui n'a... Quoique si, j'ai quand même longtemps... On a fait la blague pendant longtemps de savoir est-ce que cette idée de la scène était une idée de génie ou une idée de merde, jusqu'à ce que le 26 juillet, on se rende compte que... Enfin, on savait un peu avant que c'était quand même une superbe idée. Et donc, avec des auteurs et des autrices, c'est la première chose que je demande, c'est qu'on puisse écrire un récit. Le récit des cérémonies, parce que ça va être magnifique visuellement, ça va être fort symboliquement, mais qu'est-ce qu'on va raconter au monde entier qui va nous regarder ce jour-là? Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on raconte d'ailleurs dans une cérémonie d'ouverture? Et j'aimais bien ce mot de ouverture, de s'ouvrir. Eh bien, on ouvre la ville et on accueille les athlètes du monde entier, on leur dit bonjour, on leur dit bienvenue chez nous. Et nous, tout à coup, c'était ça que nous voulions raconter. Il n'était pas question de construire de nouveaux décors, parce qu'après tout, il y avait celui de Paris, et que pour des raisons aussi de raisonnabilité écologique, mais surtout parce qu'il y avait le décor qui était présent, on n'allait pas construire énormément de décors, mais on allait peupler ces décors de nous.
de ce grand nous qu'est la France. Et donc, avec les auteurs et les autrices, je vais les reciter, il s'agit de Damien Gabriac, de Fanny Herrero, de Leila Slimani et de Patrick Boucheron, avec Thierry et quelques autres membres de l'équipe. On se promène le long de la Seine et on explore chaque site et on tire les fils de chaque site, qu'est-ce qu'il nous raconte. Et on arrive à partir de mars 2023 à un récit qui est validé par la présidence de la République, par Tony, d'abord le CIO, puis la présidence de la République et la mairie de Paris. Et donc ce récit est fait en mars 23 et maintenant il faut le traduire. C'est là qu'intervient une deuxième équipe artistique avec un référent artistique dans chaque discipline, Victor Lemann à la musique, Daphné Burki pour les costumes et le stylisme, Maud Lepladec pour la danse et Emmanuel Favre et Bruno Delavener pour le plastique et la scénographie. Et donc, entre mars 23 et, on va dire, juillet 23, la cérémonie est terminée en juillet 23. Elle est écrite. On a une cérémonie sur dessin, croquis, plan, vision 3D, etc. Et à partir de là, c'est une deuxième étape. C'est-à-dire que le rêve doit correspondre à la réalité. Et qu'à partir de juillet 23 et jusqu'à juillet 26, c'est un combat de faire de faire coïncider ce rêve et cette réalité avec la loi, avec le fleuve, avec les ponts, avec les pierres, avec le climat, avec le budget, avec le temps, avec les forces en présence, avec combien de personnes ont travaillé, je ne sais pas, 30 000, 40 000 personnes. Le jour J, c'est 20 000. 20 000, ouais. Le jour Mais J, surtout 26 juillet, l'équipe cérémonie, c'est 20 000 personnes. Moi, la première fois que j'entends le chiffre, je dis vous déconnez. Un peu, ouais. Mais voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Le truc est hors norme. Thomas, il parlait de mars à juillet 2024. 23. Mais tout ça, c'est le début de quelque chose. Peut-être un jour, il faudra qu'on le raconte un peu plus, mais on en a pris plein la gueule. Rien ne nous a été épargné, même la scène n'a pas arrêté de monter alors qu'elle était censée être en bas. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire marrer. On a une certitude à ce moment-là, c'est qu'il fera beau. On regarde, le 26 juillet, c'est le jour statistique sur lequel vous avez le plus de chances qu'il fasse beau. Bon, peut-être moins maintenant, vous allez me dire, les statistiques ont dû remonter, mais voilà, donc on ne se préoccupe pas de ça. On fait, j'en ai déjà parlé et je me suis fait engueuler quand je l'ai dit, donc je vais le redire, on fait peu ou pas de plan B. On est focalisé là-dessus, oui, avec un tas de contraintes de tous ordres, des quais dont on ne sait pas s'ils vont s'écrouler, des ponts donc, qui rentrent en résonance. En fait, pour faire s'écrouler un pont, maintenant je le sais, il suffit de mettre des gens dessus qui dansent de manière synchronisée et le pont s'écroule. Donc ça, par exemple, c'était pas possible non plus. C'est ça. Courant, Voilà, de ces bateaux. Les bateaux, c'est notre time code. Il y a une équipe dédiée sur les bateaux, que sur les bateaux. On en a une centaine, plus les bateaux accompagnateurs, etc. Et ces 100 bateaux, ils ont absolument le droit d'être un peu en retard, mais on avance, on est mort. Parce que Thomas décide, dès le début, de mélanger le spectacle, le protocole et le défilé des athlètes. Donc ça, pour nous, c'est un moment extraordinairement clé. Ces bateaux ne peuvent pas. Nous, on sait que c'est l'idée, que ces bateaux sont au centre. Et à partir de mars 23, il y en a un qui se prend une pile de pont par semaine. Alors que normalement, ça roule, etc. Donc on a les autorités qui nous regardent, est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée, votre truc et tout ça s'encadre régulièrement, les ponts. Il y en a un qui s'est pris, aide-moi le nom du pont, après Austerlitz, Sully. Bref, voilà. Donc c'est toute notre histoire pendant 1 an et demi. Dès qu'un truc est sûr, ça ne devient pas sûr. Et on vit avec ça pendant 2 ans. Exactement. On fait du spectacle vivant, là au sens propre du terme, c'est-à-dire que le spectacle est fait, mais c'est fait avec un élément vivant qui est le fleuve, la ville aussi.
peut-être on pourra revenir sur le moment où elle a été fermée. Enfin, le site a été fermé pour qu'on puisse travailler de manière confidentielle. Bon, rien. Mais en tout cas, avoir à disposition, avoir le centre-ville de Paris, c'était quand même aussi une gageure. Et on est confronté à tout ça. Donc évidemment... à partir de là, mais c'est comme tout type de création. Moi, je viens du théâtre et de l'opéra. C'est la même chose. On a d'abord une idée, et puis tout le cheminement vers la réalité, vers la concrétisation de cette création, elle va s'en prendre. Cette idée va être amochée. Alors, il y a des idées qui sont mortes et qui sont définitivement ne sont pas réapparues, d'autres qui ont ressuscité. Il y a des idées qui ont été abandonnées, il y a des idées qui ont été trouvées in extremis aussi pour pallier à une nouvelle contrainte qui venait d'arriver, etc., etc. Bref, le travail à ce moment-là, c'est de maintenir son intention, maintenir ce récit que nous voulions absolument raconter et dont il fallait qu'on trouve la traduction la plus dans la réalité, quoi. Donc c'était tout ce travail-là qu'on a mené. Alors en fait, c'est tellement vaste que je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait donner comme exemple. Tu m'en demandes un là, c'est ça? Oui, j'ai réfléchi à un exemple d'idées abandonnées ou d'idées, enfin de contraintes qui. Je me souviens plus là. Ouais, non, il y a beaucoup. On va trouver. Bah si, le pont, bah oui, par exemple, voilà, oui. Le pont. L'idée était de faire une grande chorégraphie sur la passerelle de Billy. Et donc, on fait un test avec 50 danseurs. L'idée, c'était qu'il devait être 200, normalement. Et avec 50 danseurs, on se rend compte que le pont tremble dangereusement et que, donc, on ne pourra pas faire ce tableau-là. Mais ça, on l'apprend peut-être en avril 2024. Donc, à partir d'avril, sur ce tableau précisément, on a remanié avec les auteurs, avec mon équipe, tout le tableau pour que ce tableau qui était celui de la fête de Paris, du Paris festif, puisse être malgré tout traduit. Voilà un des exemples. Bref, on arrive le 26 juillet. On a pu répéter comme on a pu dans les derniers moments. Et puis après, il faut parler du 26 juillet. C'est-à-dire que moi, je me couche. Le 25 juillet, on vient de répéter avec Céline Dion sur le Trocadéro à 3 h du matin. J'ai des larmes de grâce qui me coulent des joues parce que c'est la veille d'abord, parce qu'il fait beau, parce que Céline vient de répéter l'hymne à l'amour. Je dis Céline comme si c'était ma copine. Céline Dion vient de répéter l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel. Voilà, c'est la dernière chose que je devais répéter avant le lendemain. Et donc vers 4 h, 5 h du matin, je vais me coucher et je regarde la météo. Et il va faire beau. Donc je me couche, et vraiment je me couche serein, paisible, en me disant, bon voilà, j'ai peur, mais les planètes sont alignées, demain ça va être le jour de 2 ans de travail, etc. Tout est réuni pour que ça se passe bien, on verra, mais normalement tout est là, etc. Et à 7 h 30 du matin, peut-être, par là, mon téléphone sonne, et c'est Thierry, qui me dit, Thomas, viens immédiatement à la cellule de crise au centre de commandement. Des mots qui ne font pas plaisir au réveil. Il pleut. Et moi, je me souviens d'avoir dit, mais non. J'ai regardé la météo en me couchant il y a 3 h, il pleut pas. Si Thomas vient, il pleut. Bon. Et puis, à partir de là, moi, je découvre aussi, et je resterai admiratif jusqu'à la fin de mes jours de Thierry. Je vois Thierry qui, donc, commence à reprendre toute la cérémonie et à recoordonner ces 20 000 personnes qui avaient été coordonnées depuis 2 ou 3 semaines que nous répétions déjà. Et la cérémonie a lieu dans 12 heures. Et il faut recoordonner l'ensemble des participants, des participantes, des techniciens, des techniciennes, de la logistique, des artistes, du maquillage, du costume, des loges, des trajets, etc. Choisir, parce que tu dis qu'on n'a pas fait de plan B, mais on avait quand même, heureusement, travailler à comment on appelle ça, des plans de contingence. Oui. Ce très joli terme, des plans de contingence. On se disait, bon, si jamais on ne peut pas faire pour X raisons, pas la pluie, mais X raisons, ce tableau comme ci, comme on le fait, voilà, comme des versions alternatives finalement du spectacle. Et à partir de là, voilà, toute la journée, Thierry manœuvre pour donner des bornes, des horaires, pour dire à partir de 17 h, on saura si on fait la version alternative ou la vraie version. Et puis il y a des choses qu'on lance à 19 h 30 sans qu'on sache si elles auront lieu ou pas. Non mais...
Je suis sûr que tous les Français, ce jour-là, quand ils ont vu la pluie, se sont dit « Ah putain, les pauvres ». Bon, 2-3 autres ont dû se dire, je l'avais dit. Mais il faut se mettre dans une configuration, ça fait quoi, enfin, ça fait des années qu'on travaille envers et contre tous parfois sur ce projet-là en disant c'est ça qui fera la grandeur temporaire bien évidemment, mais la grandeur de la France qui montrera que oui c'est possible de refaire de l'unanimité. Et puis après les bateaux dans les ponts, après le fleuve qui monte, après tout ça on se dit c'est pas possible. On se dit on aura tout quoi. Et puis là vous parlez avec un ingénieur de France Météo qui est attaché, on est dans une cellule de crise. Il faut vous mettre, c'est à peu près une salle comme ça, on est 400. Ça ressemble à Houston, il y a des écrans partout. On a le plus gros système de télécomie et d'intercom du monde, ce qui n'est pas rassurant quand on vous le dit. Enfin moi, c'est pas le genre de truc que j'aime entendre. Et on est là, on est relié sur 30 sites en permanence. Le truc est complètement fou. Et là, on est obligé de se dire, bah voilà, l'ingénieur de France Télécom vous dit, je pense qu'il va pleuvoir, mais je suis pas sûr. Peut-être. Bah là, il pleut, là. Mais bon, il dit oui, mais peut-être ça va pas durer. Ah ben, si, là, il pleut toujours. Bon, bref, au bout d'un moment, on met France Télécom de côté. Météo France, excusez-moi. Et du coup, voilà, on vous dit, bah, toutes les demi-heures, est-ce que lui, il monte sur le toit? Est-ce que lui, il fait ça? Oui, non. Il faut prendre une décision là-dessus. On passe une très mauvaise soirée. Enfin, moi, j'ai passé une mauvaise soirée. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je n'ai jamais encore été capable de revoir Moi non plus. les images. Je pense que je suis incapable. Mais voilà, et c'est ce moment-là. Et tout d'un coup, ce moment-là, qui peut être un cauchemar, devient un moment de grâce, notamment parce que toutes les équipes, techniques bien évidemment, tous, mais au premier rang, les artistes, ils y vont. Ce qui peut devenir un cauchemar, c'est ces conditions-là, il y a un artiste qui dit « j'y vais pas ». Et à commencer par la plus grande d'entre eux, dont l'entourage nous dit il faudrait peut-être la faire redescendre, mettre au Trocadéro, parce que il pleut. Et elle, Céline Dion pour ne pas la nommer, dit moi, vivante, vous me descendrez pas de la Tour Eiffel. Je resterai là et je chanterai là, quoi qu'il se passe. Bah, quand vous avez un artiste, à commencer par la plus grande d'entre eux, qui dit moi je ne bougerai pas, alors vous savez que tout le monde va suivre et vous savez. Et à ce moment-là, le truc s'enchaîne de manière positive. Mais vous êtes à ça, il faut être très très honnête. Si à l'inverse elle dit ce jour-là, bah ouais peut-être c'est pas raisonnable, je chante là, vous savez pas comment tout ça peut se passer. Je prends un autre exemple, Axel de Saint-Cyril qui chante la Marseillaise sur le toit du Grand Palais. On nous dit on va la descendre sur le pont Alexandre III parce qu'elle chante dans 1 heure. Dans 1 heure, c'est sûr, il pleut beaucoup. Ben, moi, je dis OK, mais là, il pleut pas beaucoup. Et si elle montait maintenant? Quoi? Pendant 1 heure sur le toit du Grand Palais? Je dis bah, demandez-lui. Ni une ni deux, elle monte, elle reste 1 heure avec sa robe drapeau sur le toit. Elle est absolument trempée, vous imaginez bien, et elle montre aussi l'exemple, et elle fait que tout ça s'enchaîne positivement. Quand vous rajoutez à ça que sous des trompes d'eau, les spectateurs ne bougent pas, qui vivent quelque chose, alors quelque part, la pluie devient un élément positif même pour la cérémonie, lui donne un côté épique, que l'on n'avait bien évidemment pas anticipé, et rajoute quelque chose à cette histoire. Voilà l'histoire de cette journée dont on commence dans un cauchemar et qui finit bien évidemment beaucoup plus positivement que ça, et puis on tombe dans les bras à la fin, parce qu'on sait qu'on est quand même passé à 2 doigts. Mais voilà un peu cette histoire-là. On pourrait aussi vous parler des répétitions, puisque ce que vous voyez ce soir-là n'a jamais été répété complètement, parce qu'on voulait que la surprise existe, et que si on voulait que la surprise existe, il fallait
déstructurer complètement les répétitions, qu'il n'y ait jamais tout au même moment, jamais tout complètement. Donc on jongle avec ça les 3 semaines d'avant. En clair, on a pris quelques risques. Mais à la fin, et c'est peut-être ça, Thomas, peut-être le plus important, à la fin, on a le sentiment que ce pays est fier de lui et que ce pays remontre un moment d'unanimité, de cohésion et de valeur. Absolument. Hein? C'est le moment des valeurs. Merci. Là, il reste 13 minutes, alors on va quand même... Non, mais c'est intéressant parce que du coup, voilà, merci pour cet accueil et cette standing. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, le 26, on est encore en train de processer. Moi, je dois vous dire que, bien sûr, on a travaillé des années sur ce projet, mais vous savez, on ne fait jamais un spectacle sans vraiment savoir, au fond, pourquoi on le fait. Et c'est seulement après, ça fait ça avec tous mes spectacles, qu'en dénouant, en parlant, en rencontrant les spectateurs, les spectatrices, en lisant les articles, etc., on se dit, ah, peut-être, en fait, ce spectacle, je l'ai fait, au fond, pour ça. Et donc, je suis encore, moi-même, en train d'essayer de formuler. En tout cas, ce soir-là, une première chose, c'est que la pluie, moi, finalement, je la remercie pour ce que tu dis de l'audace, enfin de cette opiniâtreté de tous les artistes qui ont en fait donné à l'écran une sorte de courage, de vaillance, de quelque chose de fort. Mais aussi la pluie qui tombe sur Lady Gaga ou sur Céline Dion, c'est la même pluie qui tombe sur tous les spectateurs. Et ça nous a tous synchronisés sur place, au même endroit, en même temps. Et c'est déjà politiquement très fort. La deuxième chose, c'est que, tu en as parlé, il y a eu une question d'unité. Nous, notre travail, c'était pas de faire un spectacle militant de droite, de gauche, je ne sais quoi. C'était de montrer la France telle qu'elle est, belle et bien. Et je redis, belle parce qu'elle l'est, et bien parce qu'elle l'est. Et donc, on a travaillé sur de la singularité, parce que dans ce grand nous dont je parlais au début, eh bien, il y a une multitude de singularités, d'âge, de genre, de couleurs, de générations, de sexes différents, des corps différents, des façons d'être au monde, finalement différents en France, que la République prend dans ses bras, embrasse et protège. Et nous, c'est ça qu'on voulait montrer ce soir-là. Et on l'a fait. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'en parlant des singularités, en travaillant sur toutes ces singularités, en les faisant se rencontrer, voire même travailler ensemble, se fondre les unes avec les autres pour créer des tableaux le plus peut-être exemplaire de tous étant, c'est un peu ça partout, mais quand par exemple Aya Nakamura sort de l'Institut de France en chantant ses propres chansons, mais aussi Charles Aznavour, accompagné par la garde, l'orchestre de la musique, pardon, de la garde républicaine, tout ça sur le pont des Arts entre le Louvre et l'Institut de France, par exemple. Ça, c'est comme ça qu'on a traduit cette histoire de singularité pour finalement créer de l'unité. Et c'est là où tout à coup quelque chose se passe, en tout cas moi qui continue de m'interroger, c'est que c'était pas tellement le discours ambiant. En plus, souvenez-vous, on était dans une période un petit peu tendue politiquement juste avant. C'était un moment un peu trouble. Et donc, tout à coup, de dire nous sommes tous et toutes vivants et vivantes au même endroit en même temps, et nous avons tous et toutes envie et le vœu, nous aspirons à bien vouloir bien vivre ensemble. On l'a dit ce soir-là, et c'est pas ça qu'on dit souvent.
en vrai. Et donc, le travail aujourd'hui, enfin, ce qui m'habite aujourd'hui encore, c'est que j'ai pas du tout envie que la parenthèse se referme, parce que quelque part, je crois que c'est comme la puissance du spectacle vivant, c'est aussi une réponse de nous à nous-mêmes. Voilà, c'était un grand dialogue entre nous, et que si on referme cette parenthèse enchantée, comme si les jeux étaient juste une jolie colonie de vacances qu'on aurait tous vécu, vous savez, aux colonies de vacances, on s'écrira, puis on s'écrit jamais. Bon, bah, non, là, il faut qu'on continue à s'écrire. C'est pour ça, merci de nous avoir invités aussi. Il faut qu'on continue à se parler, il faut qu'on continue à travailler dans des histoires de considération, de représentation de chacun et de chacune, de soins vis-à-vis de l'autre, parce que je crois qu'au-delà même des cérémonies, c'est ce que les Jeux olympiques et paralympiques d'ailleurs nous ont montré. Donc, comment ne pas refermer la parenthèse? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais j'ai envie de dire à nous, à vous, à nous, c'est un rôle médiatique, bien sûr. Qu'est-ce que les médias montrent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous tous et nous toutes? C'est un rôle évidemment politique. Quelle science de la cité? Moi j'aime bien ce mot de politique parce qu'il vient du mot grec polis, P-O-L-I-S, la cité, avec le suffixe tique, ça fait donc la science de la cité. Quelle science de la cité vous nous proposez politiquement? La cité, elle contient tous et toutes, encore une fois. La République, encore une fois, embrasse chacun et chacune. Donc, quelle science de la cité on nous propose? Et puis c'est peut-être aussi un travail de chacun, chacune. C'est compliqué, les temps qu'on traverse, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se brassent, etc. Mais c'est aussi, je crois, et beaucoup de personnes m'en ont parlé, sont venues me parler dans la rue, ça n'arrête pas. Ils me posent des questions. C'est intéressant de se poser des questions sur, par exemple, le genre. C'est un drôle de sujet, pas un drôle de sujet, mais c'est un sujet qui est complexe. Donc, posons des questions plutôt que de rejeter ou de... tout un tas de choses comme ça qui vont en fait avec nos amis, nos familles, nos collègues, nos collaborateurs tristes dans divers rendez-vous, quoi. Voilà, nous on doit peut-être perpétuer aussi cette volonté que nous avons témoignée de vouloir bien vivre ensemble. Concrètement, quoi faire de mieux? Moi, j'ai pas d'autre idée pour l'instant, mais voilà, des moments comme celui-ci, et puis chaque jour dans les théâtres, dans plein d'endroits, les gens travaillent à mieux vivre ensemble, en tout cas à mieux se considérer, à mieux se représenter aussi, avec cette question de considération de soins. Et voilà, j'espère simplement que c'est le début peut-être d'un souffle qui ne doit pas retomber. Voilà. Bon, vous l'avez compris, on est voilà, c'était un défi incroyable, et au-delà de ça, ce qui nous a rendu le plus heureux, c'est que vous soyez heureux, et ça nous a marqué, et d'un peuple dont on disait que 3 semaines avant qu'il était irréconciliable. Et qu'est-ce que j'ai comme autre adjectif? Il y en a un paquet. Hein. Impossible à gouverner, impossible à gérer. Enfin bref, tout ce qu'on a entendu tous avant était devenu sans doute, par un effet de balancier, parfois un peu excessif également, mais était devenu un peuple unanimiste qui savait recevoir, qui savait exprimer de la joie et du bonheur. Et ça, franchement, c'était... même au-delà, je pense, de ce dont on avait rêvé. Et la deuxième chose, c'est que, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce que Thomas, notamment, en premier, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est que sur ces 12 tableaux, il y a une solution quand vous voulez faire l'unanimité. La plus simple, c'est de moyenner. Vous faites un discours, vous enlevez tout ce qui gêne, et normalement, vous avez une chance que tout le monde soit d'accord, puisque vous ne dites plus rien. Et il y en a une autre qui était qu'au travers de ces 12 tableaux, on exprime des vrais points de vue, des vrais angles, sans prétendre que chacun d'entre eux plaise à tout le monde, mais que c'était l'addition de ces tableaux, l'addition de ces points de vue qui créait un peuple, une nation, et une nation n'est pas forcément d'accord sur tout le temps. Demandez à ma mère. Je me suis fait engueuler, moi. Bah, pas sur tout, mais sur un ou deux, oui. Voilà, mais c'est ça, et c'est ça qu'on voulait faire. C'était d'exprimer, d'avoir des angles. Pour ça, on a dû convaincre, parfois oublier d'en parler.
Bref, utiliser toute une série de choses parce qu'on pensait, on savait qu'on avait raison. La conciergerie, je vais vous donner une anecdote, mais vous la garderez pour vous. C'est le siège de la cour d'appel, la cour de cassation, etc. Les plus grandes entités juridiques de ce pays étaient convaincus qu'on faisait un tableau sur l'histoire judiciaire de la France depuis le Moyen-Âge. C'était un peu ça. Ah, c'est pas très loin. Voilà. Et c'est ce genre de choses aussi qui, je crois, au bout d'un moment, crée voilà, des convictions et peut-être d'essayer d'entraîner vers quelque chose qui s'appelle un futur commun. Et c'est tout ce qu'on nous souhaite. Voilà. Alors nous, on peut continuer. Après, il y a peut-être, je ne sais pas si on peut faire ça, mais il y a peut-être une ou deux questions. Sinon, ça se fait dans... Bon. Est-ce que vous voulez... Parce qu'en général, il y en a. Donc c'est pour ça que je voulais... Madame, j'adore faire ça. Hein. Je rêve de faire ça depuis le début. Vous ne bougez pas. Tout d'abord, bravo. Merci, merci, merci. Moi, je me suis posé une question qui est comment est-ce qu'on arrive à garder la confidentialité? C'est tellement de nuit, c'est tellement excitant, c'est tellement intéressant. Et je trouve que quand même, ça a été une surprise pour tous, même s'il y avait quelques éléments fuités. Comment est-ce que vous avez réussi à tenir votre langue? Alors effectivement, moi je n'ai pas eu de vie sociale pendant 2 ans. J'ai très peu vu d'amis, j'ai très peu eu le temps d'ailleurs de faire des soirées, etc. Et puis de toute façon, dès qu'on allait en soirée, dès que moi j'allais en soirée, la question qu'on posait c'est alors la cérémonie. Et donc évidemment tu n'as pas à en parler, donc finalement tu t'emmerdes et donc tu ne vas plus en soirée. Ça est très, très logique. Bref, la confidentialité, évidemment qu'elle était au cœur de cet événement. L'idée c'est qu'on a tout saucissonné, on a morcelé l'entièreté du show en kit. Qui a été répété d'abord dans des hangars, dans des lieux secrets en périphérie de Paris, et pas que à Paris d'ailleurs, aussi dans d'autres endroits en France. Et puis en fait, sur les tout derniers jours, les gens se sont réunis pour se coordonner, mais jamais, comme le disait Thierry, avec tous les éléments. C'est pour ça que non seulement moi, je n'avais jamais vu mon spectacle avant le 26 juillet, puisque tout était morcelé. Donc on répétait par exemple un grand tableau de chorégraphie, mais sans la musique. La musique était en oreillette, donc personne n'entendait rien, sans les costumes, sans lumière ou quoi, sans rien. Donc les gens qui passaient voyaient des gens qui gesticulaient en silence, habillés comme vous et moi, et donc se disaient, bon bien sûr c'est la cérémonie, mais ne pouvaient pas percevoir finalement l'essence du tableau. Et donc non seulement les 26, je n'avais pas vu mon spectacle, mais en plus la pluie est arrivée, donc on l'a tout rechangé, ce qu'on avait prévu de faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis l'autre, plein de petites astuces, après il y avait les noms de code, Thierry, ta passion, les noms de code sur les artistes par exemple, les artistes qui devaient performer, même si ça a malheureusement fuité quelques jours avant, on avait des noms de code, même au sein même de l'équipe de Paris 2024, personne ne savait qui chanterait l'hymne à l'amour, qui chanterait Formidable. Parce qu'on avait des noms de code pour les artistes qui ont changé plusieurs fois aussi. Parce qu'on s'en souvenait plus. Aussi, jamais, j'y arrivais pas. C'était compliqué. Ça a aidé. C'était compliqué. Et puis après, on répétait la nuit aussi, quand les gens dorment et ne viennent pas trop se promener. Et le truc qui est très, très étonnant, c'est qu'en fait, c'est marrant, on était au milieu de la ville et c'est un peu un effet de plus c'est gros, moins ça se voit en fait. C'est un peu comme ça, parce qu'en fait, les gens allaient au travail, etc. Mais il y avait des gens sur les toits qui étaient en train de répéter de la musique ou de la danse et... personne les remarquait. Moi, j'ai passé un week-end entier sur les échafaudages de Notre-Dame à faire répéter les danseurs verticaux, et, qui dansent sur les voltigeurs, bref. Et on est quand même au cœur de Paris. Notre-Dame est environnée de touristes sur l'île de la Cité, etc. Pendant un week-end, il y a des gens qui sont suspendus, qui font des arabesques, qui font des chorégraphies dans les airs et tout ça. Pas une photo n'a fuité, rien du tout. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, confidentialité, c'était... Voilà, on s'est beaucoup engueulé sur le sujet, on s'est fait pas beaucoup de potes, parce qu'on changeait beaucoup d'habitudes. Et puis c'est vrai, ce que dit Thomas, c'est parfois, ouais, plus c'est gros, j'aime bien cette idée-là, parce que c'est sur la confidentialité, en tout cas c'est juste. La vasque, moi je vois ce ballon qu'on est obligé de gonfler et de poser sur le truc, je me dis c'est mort.
dans le jardin des Tuileries. Pas un journaliste qui s'est dit ce que c'est ce truc-là. Et à tel point que la com chez nous disait il faut le sortir, on va pas tenir 2 heures. Je dis ben attends jusqu'à demain quand même, etc. Le lendemain rien, et tout d'un coup. Après, moi je suis content parce que je pense que quand on a vu en direct ça, je pense que personne ne s'y attendait et que ça a certainement été un des grands moments, chacun a le sien, mais un des grands moments d'émotion de cette cérémonie. Comme quoi, les journalistes sont pas toujours... je sais pas comment dire. Je ne prononcerai pas. Non plus. Voilà. Et 3, 2, 1. 1-0. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Thomas Joly et Thierry Reboul. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc, Thierry disait, je pars ensuite en Italie raconter ce qu'on a fait, etc. Vous êtes l'équipe Apollo de la créativité française. Vous avez marché sur la Lune. Donc, c'est important de raconter à tout le monde comment on marche sur la Lune parce que ça passionne tout le monde. Et on a hâte que vous nous envoyiez sur Mars. Merci à tous les deux.